Bonjour, bienvenue dans cette émission produite et réalisée par l'ODJ.ma. C'est un espace qui vient de naître et qui se propose d'être un espace d'échange dédié aux auteurs et à leurs œuvres. Un espace où l'on prend le temps de dépasser les résumés pour interroger les idées, les intentions et les silences d'un texte. Aujourd'hui, nous recevons M. Mohamed Belahmar pour son ouvrage « De la gloire à l'humiliation » consacré aux causes réelles de la chute de Grenade. Cet ouvrage va nous apprendre beaucoup. Je suis ravi de recevoir C. Belahmar pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un auteur, ensuite parce que c'est un historien, et aussi parce que nous avons le privilège dans cette émission inaugurale de recevoir l'un des descendants de la dynastie nasride, celle qui a régné en dernier sur Grenade. C'est Mohamed Belahmar. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage. Il est dense, engagé et soulève surtout des questions que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Et justement, si l'histoire que nous croyons connaître n'était qu'une version simplifiée, voire injuste, et si derrière les chutes de Grenade, il n'y avait pas un coupable, mais un récit construit au fil du temps. Aujourd'hui, nous ne revisitons pas seulement un événement historique, nous interrogeons ce qui fait qu'une vérité s'impose et qu'une autre disparaît. Bonjour, c'est Mohamed Belahmar. Je suis ravi de vous accueillir dans mon émission à plusieurs titres. D'abord, c'est vous qui l'inaugurez en premier, et ça c'est un privilège pour nous. Ensuite, parce que vous avez abordé un sujet extrêmement intéressant, parce qu'il touche non seulement à la mémoire, à l'histoire, mais il est, par votre travail, en tout cas c'est votre prétention en ayant écrit cet ouvrage, vous voulez un petit peu rectifier notre patrimoine de connaissances sur ce que nous savons sur l'Andalousie. Et donc, marhaba bika, Si Mohamed. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie, Monsieur Reda El-Mrini, de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être le premier dans votre émission. Et je remercie aussi le studio l'ODJ, qui est le principal acteur de cette émission. Très bien. Alors, j'ai un certain nombre de questions pour vous. La première, j'ai lu votre ouvrage et vous écrivez dans votre ouvrage une ombre pesante, et là je vous cite là, une ombre pesante planait sur ma famille, accusée d'être la cause de la chute du royaume de Grenade. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous de grandir avec une telle accusation ? Je peux vous dire que cette phrase était le trauma de ma vie, étant jeune encore à 6 ans. C'était la première année où je suis rentré à l'école primaire où j'entendais ça. J'entendais le professeur Lousted qui disait aux élèves ce monsieur, il appartient à une famille qui a vendu Grenade à l'ennemi. Et c'est ainsi que ça a débuté, disons, ma recherche historique. C'est depuis ce jour-là. Peut-être j'ai oublié, mais je me rattrape. J'ai oublié de préciser que, et je précise ça à nos auditeurs et à nos téléspectateurs et téléspectatrices, je dois préciser que nous sommes en présence d'un descendant de la dynastie des Nasrides qui a été la dernière à régner sur Grenade. Donc c'est pour vous dire le privilège que nous avons aujourd'hui. Et tout ce que nous allons entendre, ça émane de quelqu'un qui porte évidemment tout cet héritage historique. Et c'est pour ça que je me demande, et j'attends votre réponse, ce travail que vous avez fait, est-ce qu'il s'agit d'une démarche personnelle ou est-ce que c'est un travail d'historien
puisque vous êtes de formation historien? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais traumatisé par la phrase du professeur, plutôt de l'instituteur, et ça s'est récidivé au lycée et même à l'université. Même à l'université, il y a des professeurs qui disaient, voilà, les Banu al-Ahmar, disons les Nasrides, parce que les Nasrides, leur dénomination d'après est devenue Banu al-Ahmar. D'accord? Donc c'est à cause de ça que j'ai dit, dans ma tête, il faut que je sache si c'était vrai ou pas. Il faut que je trouve, que je cherche la vérité. Quelle que soit, mauvaise ou bonne, je l'accepterai. C'est pour ça, depuis mon enfance, que j'ai débuté à faire des recherches historiques. Alors justement, quand est-ce que vous avez décidé d'entreprendre ce travail de recherche? Ce travail de recherche, je l'ai décidé en 2010, dès que j'ai eu ma retraite professionnelle. Donc je me suis dit, toutes les notes que j'avais prises en tant que simple étudiant au lycée ou ailleurs, parce que je prenais des notes. Il faut que je sache cette famille que mon grand-père et que les patriarches de la famille disaient qu'elle appartenait à une dynastie nasride. Est-ce que vraiment j'appartiens à cette famille? Est-ce que vraiment... Alors quand justement? Ouais. Voilà, après la retraite, je me suis dit, je vais écrire sur tout ce que j'ai ramassé. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Exactement. Bien. Et puis, comme je n'avais rien à faire, il fallait écrire. Oh. Ça m'étonne que quelqu'un comme vous n'ait rien à faire. Non, parce que je n'avais pas la légitimité de l'écrivain ou de l'historien. C'est pour ça que je me suis arrêté, je me suis dit, je vais rentrer à l'école encore, à l'université, pour me former en histoire. Parfait. Voilà. Et je vous cite encore une autre fois, vous écrivez, de nombreux historiens ont abordé cet épisode de manière émotionnelle, parfois biaisée. Selon vous, qu'est-ce qui a façonné cette version dominante de l'histoire? Pourquoi les gens, justement, disent que ce sont les Nasrides qui ont été la cause de la chute de Grenade? Alors voilà, dans ma recherche, j'ai essayé de trouver des sources authentiques, des sources sûres, des sources fiables, pour chercher la vérité. Et j'ai lu l'histoire médiévale de l'Andalousie. Les gens qui ont écrit l'histoire, comme j'ai dit dans cette phrase, ils avaient le hiss, soit religieux, ethnique, idéologique. Donc ils écrivaient dans ce sens, pas dans le sens de l'objectivité, pas dans le sens de réfléchir, penser, critiquer et voir si c'est vrai, faire une recherche. Non, ils écrivaient parce que moi je suis marocain, donc je défends la marocanité, ma marocanité. C'est Mohamed Belhamar, c'est vrai, on voit que vous avez fait un travail de recherche parce que justement dans cet ouvrage, qui est très beau. Je vous félicite pour la couverture. Merci beaucoup. Elle est très... Je pense qu'elle reflète la profondeur du travail que vous avez fait, mais effectivement, vous avez cité beaucoup de références, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de recherches, beaucoup d'approfondissements avant que vous vous mettiez à consigner ce que vous avez mis dans cet ouvrage. Donc, je continue donc mes questions. Et vous savez, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est un nom. Il y a un nom qui est resté. C'est-à-dire, la chute de Grenade, c'est Boabdil. Au point que, il y a même, je ne sais pas si c'est vrai, vous êtes historien, vous pouvez me dire est-ce que, effectivement, c'est vrai ou pas. Il semblerait... Lorsqu'on quitte, pour les gens qui connaissent Grenade, lorsqu'on quitte la ville de Grenade pour aller vers Motril, c'est-à-dire vers la mer, à un moment donné, sur cette autoroute, il y a un endroit, il y a une pancarte qui est là-bas et qui est sur laquelle on lit, c'était le dernier soupir d'El Moro. Le dernier soupir d'El Moro. C'est là où Boabdil se serait arrêté. Une fois qu'il a quitté Grenade, il était sur les hauteurs des montagnes et il s'est retourné et il a regardé la ville
Et il a soupiré. Et sa mère, elle lui avait dit, à ce moment-là, semblerait-il, je ne suis pas historien, vous allez nous éclairer là-dessus, mon fils, pleure comme une femme ce que tu n'as pas su garder comme un homme. Est-ce que c'est vrai que ce monsieur Bouabdil est le principal responsable? Alors, ça c'est une question très importante. Et cette question, qu'est-ce que j'allais dire? C'est le truc sur lequel je me suis appuyé beaucoup dans ce livre. Pourquoi? Parce que c'est une phrase que Aïcha al-Hurra, la mère de Bouabdil, n'a jamais dite. D'accord? Et tous nos historiens adoraient réciter cette phrase. Dès que vous demandez à un historien qu'est-ce que vous pensez de Bouabdil, de la chute de Grenade, sa mère, elle lui a dit pourquoi il faut être pleuré comme une femme sur le royaume que tu n'as pas su défendre. Cette phrase, elle est fausse. C'est une phrase légendaire, mythique et tout. Et j'ai fait une recherche pour trouver est-ce que effectivement cette phrase existe ou pas. Et effectivement, j'ai trouvé comme quoi un Don Antonio de Guevara a écrit le livre Epistolas Familiares en 1618, alors que la chute, elle était en 1492. Je trouve combien de temps Bachad Sid il a écrit cette phrase, il l'a collée à Aïcha al-Hurra. Donc, il ne faut plus croire à ça. Il n'y a aucune base, véridique. Nos historiens, ce qui me fait mal, c'est que nos historiens musulmans et marocains, ils suivent là. D'accord. Alors, une tentative d'explication. Est-ce que peut-être c'est plus facile finalement pour une société de désigner un seul coupable? Ça résout tout. C'est pour ça qu'on désigne Bouabdil. D'une part, c'est ça. D'autre part, comme j'ai dit, c'est le his siyasi ou l'ethnie, l'irqi. C'est pour ça. Pendant la chute de Grenade, les gens qui sont plus fanatiques religieux, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit il fallait que Bouabdil continue la guerre, continue le combat. Et moi, dans mon livre, j'explique pourquoi il n'a pas continué le combat. Ah, donc c'est une décision qu'il a prise de ne pas continuer la guerre. Ah oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que je peux la raconter? Si je la raconte, c'est trop long. D'accord. En tout cas, c'est un choix qu'il a fait, un choix politique. C'est un choix, bien sûr. D'accord. Parce qu'il y avait deux choix. Soit il restait à Grenade. Et il continue la guerre. Il continue la guerre, et c'est la guerre, c'est le suicide. C'est le suicide. D'ailleurs, j'explique tout ça dans le livre. Il a pris une décision sage. Voilà, sage. Très tout bien. Le monde disait que c'était sage. Très bien. Mais les fanatiques, les misos, n'ont pas accepté. D'accord. Il fallait continuer le djihad. Voilà, le djihad. Vous savez que cette émission, elle s'appelle Face au texte. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous cite souvent parce que nous devons rester collés au texte pour que vous nous expliquiez pourquoi vous avez justement affirmé telle ou telle chose. Oui. Alors, une autre citation. La chute de Grenade est le résultat d'une série d'événements antérieurs impliquant des facteurs internes et externes. Parmi ces facteurs, justement, d'après vous, quel est aujourd'hui celui qui vous semble le plus sous-estimé? Le plus sous-estimé. Quand vous dites que la chute de Grenade est le résultat d'événements, beaucoup d'événements, qui impliquent des facteurs externes et internes. Pour vous, quelle est la cause la plus sous-estimée? C'est-à-dire qui ne mérite pas finalement, à laquelle il ne faut pas attacher beaucoup d'importance. Mais peut-être que dans l'imaginaire, aussi bien des historiens que ceux qui les écoutent ou ceux qui les lisent, ils ont peut-être monté ça en épingle. Ce que racontent les historiens médiévaux, de dire que Bouabdil, c'est lui le responsable, etc., etc. C'est lui qui n'a pas combattu, c'est lui qui est le faible, c'est lui. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune légitimité ou quoi que ce soit par rapport aux autres causes. Parce que les autres causes, c'est vraiment... Il y en a d'autres. C'est pour ça que je vous parlais de celles qui m'aident. Alors, peut-être, est-ce qu'il serait juste de dire, ou
ou plutôt de comprendre que finalement cet événement-là de Bouabdil, qu'on ne peut pas le comprendre si on ne le place pas dans son contexte politique et social de l'époque? Donc je vais faire un petit résumé sur ce Bouabdil qui s'appelait le roi Chico, El Chico. C'est les Castillans qui l'ont appelé ainsi, le petit roi. Donc déjà, c'est un jeune roi qui a été intronisé malgré lui. C'était un jeune qui jouait dans le palais, qui fait chasser et tout. Et puis il y a eu la grave situation, celle que son père, Abou El-Hassan, il s'était entiché d'une petite esclave chrétienne. Il s'est marié avec elle et il a répudié la grande reine, la reine-mère, Aïcha al-Hurra. C'est ce qu'il a fait. Donc elle a rejeté son ex, elle l'a renversé, disons. Elle est arrivée à le renverser. Ah oui, avec l'appui d'une riche famille, d'une grande famille des Banu Sarraj. Ils faisaient la pluie et le beau temps dans le temps. Et puis, elle a mis son fils sur ce trône de Grenade. Il est devenu le roi, le petit roi El Chico. D'ailleurs, alors, c'était quoi exactement? Alors, autrement dit, ce n'est peut-être pas le bonhomme qu'il fallait. Ah, pas du tout. C'est quelqu'un qui n'avait aucune expérience de la guerre, aucune expérience politique. Mais pourtant, il a pris une décision politique sage, malgré son jeune âge. Exactement. Ah, c'est extraordinaire, ça. Alors, maintenant, j'ai une question personnelle pour vous. Vous êtes un descendant des Banu al-Ahmar, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Alors, est-ce que, en tant que descendant de Banu al-Ahmar, on peut être totalement objectif dans cette position? Alors, c'est le point crucial de cette saga, peut-être saga familiale ou saga dynastique ou quelque chose comme ça. Dès que j'ai commencé à écrire, je me suis dit, tous les lecteurs vont dire comme quoi je suis subjectif, parce que j'appartiens à cette famille. Il y a la peur, mais qu'est-ce que c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison, c'est logique. Donc, je me suis basé sur tout ce que j'écris, je dois le justifier. Chaque mot que j'écris est justifié, soit par un événement qui a été... Autrement dit, le fait d'appartenir au Banu al-Ahmar vous a imposé une responsabilité supplémentaire, d'être le plus juste, le plus objectif, Exactement. le plus proche de la réalité. Sinon, ma recherche et mes écritures et tout... Elle sera déclarée de subjective. Voilà, et personne ne lira rien du tout. Et c'est pour ça que je reste un petit peu dans cette, comment dirais-je, cette série de questions, et peut-être je vais clore avec ça. Vous cherchez à établir une vérité historique ou à corriger une injustice qui a été faite à votre histoire familiale? Je dirais les deux. Les deux. Je voulais corriger, parce que je suis passé par là, quand même. J'ai 75 ans. 75 ans. J'étais à l'école primaire, secondaire, etc. Et je suis rentré qu'à 70 ans à la faculté pour faire mes études historiques et tout. Donc, je sais ce que on m'a enseigné à l'école. C'était très court et c'était pas ça. Très court et faux. D'accord? J'ai le courage de dire que c'était faux. Alors, je vous prends à ce mot-là. Ouais. Donc, il s'agit de vérité historique fausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été enseigné et qui continue à être enseigné, est-ce que c'est inexact? Pas tout, pas tout. Il y a Nous parlons de ce sujet de la chute de Grenade. Oui, bien sûr. Dans la chute de Grenade, il y a eu de fausses déclarations, comme on a dit tout à l'heure pour la phrase. C'est juste un petit exemple, la phrase de Aïcha al-Hurra, pleure, etc., etc. C'est une des choses. En plus, tous les historiens et tous les Marocains, dès que tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu sais pourquoi Grenade a chuté? Pourquoi cette grande dynastie a chuté? Qu'est-ce qu'ils répondent?
les émirs andalous vivaient dans le faste, C'est ça. vivaient dans la richesse, Effectivement, vivaient dans effectivement. la danse, vivaient dans... Absolument. Mais c'est pas ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir revoir finalement le corpus, la manière d'enseigner, le contenu de l'histoire dans notre enseignement? Tout à fait, c'est très important ce que vous dites, Monsieur El-Merini. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on est obligé de relire l'histoire et parfois même de la réécrire. Et dans ce cas, il faut corriger le muqarrarat. Il y a une formule qui revient très très souvent quand on vous lit, c'est lire entre les lignes. Vous répétez ça très très souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut creuser pour trouver des choses. Qu'est-ce que vous entendez par lire entre les lignes? Alors ce point-là... Et surtout, si on creuse, qu'est-ce qu'on découvre? C'est ça qui est important. Voilà. Alors cette phrase-là, de dire entre les lignes, c'est une des lois, c'est une des règles de la recherche historique et de l'écriture historique. Ça, je l'ai appris pendant ma préparation de licence d'histoire. Il y a c'est-à-dire un cours où on apprend comment écrire et comment faire une recherche historique. Et parmi ces règles académiques, universitaires, est cité, il faut lire entre les lignes d'un écrit. Mais alors, qu'est-ce qu'on découvre? C'est à l'historien de nous dire ce qu'il découvre. D'accord. Vous êtes historien. Oui. Qu'est-ce que lire entre les lignes nous apprend sur la chute de Grenade? Alors, lire entre les lignes, c'est-à-dire réfléchir. Qu'est-ce qu'il a écrit cet historien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je commence à faire fonctionner mon esprit, à critiquer, à analyser. Donc on découvre autre chose alors? C'est sûr. Soit on découvre que c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors, ça m'amène à vous poser la question. L'histoire, elle est écrite, il n'y a pas que chez nous, mais ailleurs, au Portugal, en Espagne, dans les écrits, dans les sources musulmanes d'ailleurs, parce que l'Andalousie, vous savez, il y avait des liens avec les califats de l'époque. Alors, justement, est-ce qu'elles aussi sont-elles entachées des mêmes erreurs et des mêmes vérités inexactes? À vrai dire, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits de cette période-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'écrits. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des écritures antérieures, c'est-à-dire après l'événement, quelques siècles après l'événement. Mais une écriture qui cite l'événement ou les faits dans le temps, pendant la guerre, très peu. Alors, pour cet ouvrage-là, il y avait un seul exemple. C'était un historien inconnu. C'était un historien inconnu. C'est quelqu'un qui a vécu la guerre de Grenade. C'est le seul qui raconte la vérité. Il a vécu pendant la guerre de Grenade. Il a contacté les chrétiens, il a contacté Abu Abdillah, il a participé à la guerre de Grenade avec lui. Donc c'était un spectateur de l'époque. De l'époque qui a écrit, mais on ne connaît pas son nom, parce que c'était des documents qu'un Allemand a trouvés dans la région de Tétouan. Dans la région de Tétouan. Dans la région de Tétouan, chez une petite famille du Rif. C'est extraordinaire. Et il a ramassé ces documents, il les a transportés avec lui en Allemagne, il les a traduits, etc., etc. Il en a fait un livre. Alors, dites-nous, la chute de Grenade, parce que c'est passionnant comme sujet, est-ce que ça a été brutal ou bien c'était quelque chose qui est la conséquence d'un long déclin, quelque chose qu'on sentait venir? La chute de Grenade, personne ne pensait qu'elle allait arriver. Personne. Parce que cette dynastie, elle a duré pendant 2 siècles et demi.
de 1236 à 1492. Dans votre ouvrage, vous précisez que c'est finalement la dynastie qui a régné le plus longtemps. Le plus longtemps possible et qui a unifié vraiment les Andalous de la vraie unification. Parce qu'on raconte comme quoi il y a eu des gens qui ont unifié les Andalous, mais ce n'était pas ça. D'ailleurs, l'histoire le raconte. Donc on parlait de quoi? On parlait de la chute de Grenade et je vous demande, justement pour vous permettre de répondre et d'être complet dans votre réponse, est-ce que justement dans cette chute, comme je vous avais posé la question, est-ce qu'elle était brutale ou est-ce que c'était la conséquence d'un long processus, est-ce que justement, pour compléter ma question, est-ce qu'il s'agissait disons, d'erreurs humaines qui ont été commises dans la gestion de cette époque historique, ou bien est-ce qu'il y avait des trahisons de l'intérieur? Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi personne ne pensait que cette chute allait arriver jusqu'à 1480. 1480. Là a commencé, disons, la faiblesse et la folie d'un dirigeant, d'un roi nasride, Aboul Hassan Ali, le père de Boabdil. C'est lui qui a commencé par, premièrement, la dynastie, elle avait signé des traités de paix et de vassalité avec les rois chrétiens depuis sa naissance jusqu'à sa chute. Vers 1480, ce roi, ce sultan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre à la reine Isabelle, grande reine chrétienne, vraiment c'est elle qui a gagné la guerre, et il lui a dit, voilà madame, je rends le traité de paix avec vous, je ne paierai plus de tribut annuel, d'accord? Donc, et puis je vais vous agresser. C'était vraiment un message insolent envers une grande. C'était une erreur. C'est une erreur, c'est vraiment. Donc vous confirmez que c'est le résultat d'erreurs humaines. Erreurs humaines. Est-ce qu'il y avait également des trahisons? Ah oui, tout à fait. Les trahisons, ils vont venir après. Ils vont venir après l'intronisation. C'est une accumulation. Accumulation, bien sûr, de beaucoup de choses. D'accord. Je vous demande, en tant qu'historien, pourquoi est-ce qu'il y a une tendance chez nous, chez les gens, chez ceux qui s'intéressent à l'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a une tendance à finalement opter pour des explications faciles, simples? En l'occurrence, c'est la chute, c'est à cause de Boabdil, alors qu'en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi il y a cette, comment dirais-je, ce penchant vers la simplification? Est-ce que ça fait partie de la nature humaine? Moi, je dirais c'est l'ignorance. Lorsqu'on est ignorant, on n'ose pas, c'est-à-dire on simplifie. C'est ça. Moi, je ne connais pas pourquoi la chute de Grenade a eu, mais j'avance sur ma théorie, ma propre théorie, alors que je suis ignorant, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Quel était le contexte en 1480, quel était le contexte, pourquoi cette guerre, parce qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les musulmans et les chrétiens. Il n'y a jamais eu. Ça, personne n'ose le dire dans l'histoire. Alors il n'y avait que des petits combats. On nous a toujours appris que c'était des guerres incessantes. C'est pas des guerres, c'était des petits combats de frontières. Traite-t-il la frontière d'y aller, je te suis. C'est ça. Droit de suite. Mais jamais de guerre. D'accord. Mais en 1482, il y a eu la déclaration de guerre ouverte de la part de la reine Isabelle. Je continue toujours à vous sonder en tant qu'historien. Cet ouvrage, est-ce qu'il parle uniquement du passé, parce que c'est de l'histoire, ou est-ce que, en fait, il interpelle notre rapport avec notre histoire actuelle? Alors, tout d'abord, ce livre, c'est une recherche historique.
C'est pas un roman, c'est pas une histoire familiale, c'est pas une saga familiale, c'est plutôt une saga dynastique. J'explique une dynastie, comment elle a été fondée, comment elle a régné, et comment elle a chuté, etc., etc. Mais actuellement, cette histoire de l'Andalousie, c'est l'histoire des Marocains aussi. Le Maroc et l'Andalousie, ils ont toujours été en communication directe, culturellement, commercialement, tout ce que vous voulez. Il y avait les Mérinides qui se sont déplacés pour aider les Banu al-Ahmar, les Nasrides. Et il y avait toujours... Donc c'est une seule histoire. Il ne faut pas dire l'histoire de l'Andalousie, ça ne nous intéresse pas, ou l'histoire du Maroc. Donc ça nous interpelle. Ça nous interpelle chaque jour. D'accord. Et puis... il y a une erreur de la part de nos responsables, je dirais, de la culture et de la préservation du patrimoine andalou au Maroc, qui ne font rien pour ça. Et ça, je l'explique dans mon tome 2. Vous m'amenez, et là, c'est une petite digression, parce que est-ce que finalement, ça ne concerne que l'histoire andalouse? Est-ce que ça ne concerne pas toute notre histoire? Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas, je ne vous demande pas de répondre là-dessus. Par contre, je vais vous citer encore une fois, parce que nous sommes face à votre texte, et ça va confirmer un petit peu ce que vous venez de dire, et ça va préparer ma question prochaine. Vous écrivez, cette recherche n'est pas seulement historique, c'est ce que vous venez de dire. Elle est aussi une quête de vérité face à des récits transmis et rarement questionnés. C'est ce que vous venez de dire maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous confirmez. Alors, justement, après tant d'années de travail, parce que j'imagine qu'un ouvrage comme celui-là, vous ne l'avez pas écrit, disons, comme ça. Il vous a fallu quand même des années de recherche. C'est du travail profond, sérieux. Alors, après tant d'années de travail, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé la vérité? Est-ce que vous êtes en paix avec vous? Ou alors, c'est juste une autre lecture de l'histoire? Disons que c'était une mission. Ce livre, l'écriture de ce livre, était une mission pour moi. Et j'estime profondément, au fond de moi, que j'ai réussi dans cette mission. J'ai réussi à décrypter, à décrypter beaucoup de choses qui manquaient dans cette histoire de l'Andalousie et dans les livres d'histoire médiévaux. Parce qu'aujourd'hui, on commence à comprendre un petit peu. On lit, on relit, on cherche, et on fait même les enquêtes. Moi, je prends un livre d'histoire qui a été écrit par Ibn Abi Zalah, un exemple, qui a écrit sur les Almoravides en Andalousie. Et c'est quelqu'un qui a écrit ça 2 siècles et quelques après, et qui décrit, c'est comme s'il était assis devant ces gens-là, c'est comme s'il avait combattu avec ces gens-là, il commence à raconter une fiction, moi je dirais une fiction. Et c'est un historien très respecté et tout, mais lorsqu'on lit ses écrits 200 ans après, on voit que c'est de la fiction, je suis désolé. Vous évoquez, et encore une fois, c'est vous, ce sont vos propos, vous évoquez des interprétations construites au fil du temps, c'est ce que vous venez de dire, hein, des fictions, mais qui sont devenues des certitudes collectives. Si aujourd'hui, on devait absolument déconstruire une idée reçue sur Grenade, laquelle serait-elle? Une idée. Sur Grenade, oui. Quelque chose qu'il faut absolument balayer une fois pour toutes. Sur Grenade ou sur la chute de Grenade? On parle de la chute de Grenade, bien entendu. L'histoire de la chute de Grenade. Voilà. Ce qu'il faut balayer. Oui. Balayer, il faut commencer par la phrase. Parce que cette phrase, elle détruit. Quelle phrase? La phrase de Aïcha al-Hurra, pleure, etc., etc. Elle détruit le dernier roi, le pauvre, qui n'était pas le seul... D'accord. D'accord? Très bien. J'en arrive à ma dernière question, c'est Ahmar.
encore une fois, un tel travail vous a demandé du temps parce que vous vous êtes attaqué à la déconstruction d'un récit et à la proposition d'une autre lecture de l'histoire. Et je me demande si au fond, est-ce que ce travail, vous, descendant de la dynastie des Nasrides, est-ce que ça vous a libéré d'une accusation ou est-ce que ça vous a lié davantage à l'histoire? D'une part, ça m'a libéré. Parce qu'après ma recherche, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai trouvé une valeur ajoutée à cette histoire. Une valeur ajoutée dans les quelques vérités que j'ai récoltées. D'accord? Donc, je suis satisfait. Et puis, la deuxième partie... La deuxième question, est-ce que ça vous a lié davantage à cette histoire? Tout à fait, ça m'a lié davantage parce que, écoutez, l'histoire, ça ne se termine jamais. La recherche historique ne se termine jamais, d'accord? Donc, je vais vous raconter juste un petit truc. J'ai écrit le tome 2, qui est la suite de la pré-chute de Grenade. Qu'est-ce qui s'est passé après la chute de Grenade? Je l'ai écrit et j'ai fait un film avec les Japonais sur celui-là, sur ce livre-là. J'ai raconté des choses dans le film et tout, ce qu'il y avait là. Mais après, quand ils sont partis, je suis descendu à Fès pour terminer mes recherches, qui ne se terminent jamais. Et j'ai découvert d'autres trucs. Donc vous êtes toujours sur le chantier. Jusqu'à présent. C'est formidable. En tout cas, rien que dans cette interview, je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en lisant votre ouvrage. Et je vous dis tout de suite, c'est une très belle contribution à notre histoire. Et franchement, je vous félicite. Merci et beaucoup. J'ai hâte de vous recevoir une prochaine fois Inch'Allah. Pour justement continuer cette histoire et voir qu'est-ce qui s'est passé après la chute de Grenade, parce que c'est absolument époustouflant et passionnant. Alors, merci beaucoup, Si Mohamed Belhamar. Vous nous avez honoré par votre présence à cette première émission, cette émission inaugurale de ce que nous espérons quelque chose qui va intéresser beaucoup les gens et surtout un sujet comme celui-là. C'est vrai que nous recevons ici des auteurs, évidemment sans préjuger de ce qu'ils auraient écrit, mais commencer par un sujet aussi profond, aussi attachant, aussi passionnant que la chute de Grenade, je crois que cette émission ne pouvait pas mieux démarrer. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci à vous, M. Mrini, et merci au studio ODJ.